Alors, voilà, depuis quelques jours, le communiqué que le ministre de l'administration territoriale a adressé au préfet de Vaud et de Zion. Vous l'avez certainement lu, je le partage avec vous en direct. Des campagnes de recherche géologique et minière menées par le ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières ont permis de découvrir des gisements de phosphate carbonaté dans les communes de Vaud 1, Vaud 3, Vaud 4, Zion 1. La zone concernée est délimitée par les coordonnées UTM annexées à la présente note. Afin d'assurer la protection et la valorisation de cette ressource nationale, je vous demande d'instruire les maires des communes concernées de suspendre l'octroi des permis de construire dans les limites de la zone concernée par les gisements de phosphate carbonaté et de sensibiliser les populations à cet effet. Signé le ministre Awate Odabalo. Alors, sur la forme, avant de rentrer dans le fond, sur la forme, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi ce ministre est toujours dans les affaires de terrain? Quand on parle d'indemnisation, on voit toujours Awate. Quand on parle de ci, on voit toujours Awate. Quand on parle de ça, on voit toujours Awate. En principe, s'il devait même avoir un communiqué, ce communiqué ne devait être que co-signé avec le ministère des Mines. Ce n'est pas un communiqué qui devait être mis sur la place publique par le ministère de l'administration territoriale. Chacun dans son domaine de compétence. C'est le ministre des Mines et de l'Énergie qui devait informer d'abord le peuple que voilà. Et après, s'il y a un processus d'expropriation ou de prise de contrôle de la zone sur laquelle il y a les mines, ils peuvent faire leur démarche. Il n'y a pas eu de communication devant l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu d'information officielle. On saurait communiquer et puis on demande au maire d'arrêter, de stopper les permis de construire et donc de chasser les gens. Le même Awate, on le retrouve dans les expropriations de Dalavé. Il était préfet à Mango. Et il a fait des dégâts là-bas à Mango pendant longtemps. Il a brimé les gens, il a réprimé les gens dans le sang, il a participé à des exactions. Et il a eu à dire, quand il était à Mango, voilà des gens qui sont ministres et qui doivent œuvrer pour l'unité nationale. Quand les gens de Mango se sont soulevés, je pense que c'était en 2017 ou avant 2017, il leur disait, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont venus de la Côte d'Ivoire par le processus naturel de la migration, il leur a demandé si, quand les Baoulés venaient de la Côte d'Ivoire, s'ils ont amené des terres au Togo ici. Ça, c'est un préfet qui avait dit ça aux gens de Mango. Que quand ils venaient de la Côte d'Ivoire, ils avaient amené des terrains ici. Et c'est quelqu'un comme ça qui est ministre de l'administration territoriale. Quelqu'un qui a été reconnu dans l'armée comme ayant fait des crises de folie, a été interné, que Yadema même a voulu bannir de l'armée. Il est aujourd'hui ministre de l'administration territoriale et c'est lui qui fait partie aujourd'hui, tout comme le SG de UNIR, bien le SE, de la branche la plus radicale du système au pouvoir. Je reviendrai sur ces deux-là plus tard. Et donc, voilà le communiqué qu'il a sorti. Et ils ont accompagné ce communiqué d'une carte qui est totalement floue, qui ne renseigne rien du tout. On va regarder la carte. La carte elle-même. Voilà la zone qu'ils ont délimitée sur la carte, qui est totalement floue. On ne voit pratiquement rien. Et voilà la carte qu'ils ont donnée. Mais moi, je vais vous donner une carte qui est encore plus claire pour qu'on essaie de voir ensemble la délimitation de cette zone-là. La technique, on peut passer l'autre carte. Une carte plus claire. Voilà. Voilà la carte qui est plus claire.
Je vais vous donner les dimensions. Donc, vous allez voir que sur cette carte que je suis en train de montrer là, il y a... non, Technique, tu peux m'enlever de l'écran et laisser la carte seule. Voilà. Si vous voyez cette carte que je vous montre là, il y a deux sites. Un premier site qui est plus petit et un second site qui est plus grand. Et je vais vous donner les dimensions de ces sites-là pour que vous ayez la surface des terrains qu'ils veulent arracher aux populations. Donc, le site qui est à l'ouest, quand vous regardez très bien, elle part de Djagblé. Hein, et il part de Djagblé, ça commence par Djagblé. Le site qui est à l'ouest, ça part de Djagblé quand vous voyez sur la carte et ça va jusqu'à Pogame. Vous voyez là où c'est en rouge là, sur la première carte. Et la surface fait 6690 hectares. 6690 hectares, à peu près 67 kilomètres carrés. Donc, ça c'est le premier, la première bande, le jaune rouge là, ça part de Djagblé, ça va à Pogame. Donc, ça fait 6690 hectares. 6690 hectares, ça fait 67 kilomètres carrés. Le deuxième site qui est beaucoup plus à l'est, le premier site est à l'ouest. Le deuxième site qui est beaucoup plus à l'ouest est plus grand. Il part de Tideme jusqu'à Méniran. Tideme jusqu'à Méniran, ça fait 8855 hectares. Disons 89 km carrés. Donc, 8855 hectares, disons 89 km carrés. Voilà tout ce qu'ils veulent arracher aux populations. Après avoir détruit les zones de Hautoué, d'Abobo, de Tagbati et tout ça, maintenant, ils vont dans cette zone-là pour dégager tous ces gens-là et commencer par exploiter leur phosphate carbonaté qu'ils ont certainement déjà remis à un groupe de mafieux avec qui ils ont déjà fait des deals. Et cette histoire-là ne doit pas nous laisser indifférents. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je vous montre les images? Chacun peut avoir la carte, la carte qu'on a colorée là, vous pouvez voir la carte et avoir les délimitations réelles et savoir tous les villages qui sont sur le point d'engloutir dans ce projet-là. Sachant qu'ils ont exploité d'autres sites pendant 60 ans, ils n'ont rien développé. Et là, ils vont arracher quoi? 70 km aux gens, 80 km aux gens. Donc, des villages entiers vont disparaître. Des gens vont perdre les terres de culture. Les gens vont perdre leur richesse matérielle et immatérielle, leur patrimoine. Ils vont détruire les cimetières. Et ils vont gérer ces minerais en clan. Ils vont nommer leurs copains, leurs copines, et ils vont gérer ça. Quelqu'un va être directeur pendant 17 ans. Et les gens qui sont dans la localité ne profiteront rien. Je voudrais que dans ce débat-là, on interpelle des gens comme Maître Apévon, Jean Kissi, qui ont été des députés de cette localité-là. Comment est-ce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, vous pouvez rester silencieux, vous qui êtes des hommes politiques, par rapport au drame auquel on est en train de soumettre des gens qui sont dans vos circonscriptions électorales? Comment est-ce que vous pouvez vous taire? Comment est-ce que vous pouvez garder le silence par rapport à ce qui est en train de se passer dans ces localités, où on est en train de détruire totalement les populations, de détruire l'environnement? Et plus loin, quand vous allez prendre cette carte-là, vous allez voir que plus loin, vous avez Tchekpo de Dekwe et vous avez Batopé. Donc, voilà, vous avez Agbatopé qui est un peu plus loin. Et Agbatopé, vous savez qu'il y a un projet de construction d'un nouvel aéroport où le gouvernement est en train d'exproprier les autochtones de 3000 hectares. Ça engloutit presque 16 villages. Agbatopé là-bas, dans la zone, vous allez voir, quand vous remontez un peu, vous allez voir Agbatopé en haut là-bas. Dans cette zone de Agbatopé, le gouvernement est en train de prendre 3000 hectares pour soi-disant créer un nouvel aéroport. Et donc, déposséder les populations de 3000 hectares. 3000 hectares. Plus les 8000 par ici,
les 6 000 par là qui sont en train de prendre beaucoup plus dans la zone, beaucoup plus vers le sud. Comment est-ce que vous pouvez accepter des choses comme ça? Surtout que l'exploitation de ces richesses ne profite même pas aux populations de la zone. Ça n'enrichit que Faure Gnassingbé, sa bande d'amis, ses copains, ces mafieux qui le protègent. Comment est-ce que vous pouvez vous taire? Donc, moi, je fais ce live-là pour attirer votre attention. Nous, les Togolais, qu'il est temps que les gens se réveillent. Au lieu d'être là, à dire oui, je suis dans UNIR, j'applaudis UNIR, ils vont détruire vos localités un à un. Ils vont détruire vos villages un à un. Ils vont détruire vos patrimoines un à un, sans rien construire en retour, sans rien construire pour remplacer ce qu'ils ont détruit. Ils s'en foutent. Et donc, demain, moi je fais la politique, moi je ne fais pas la politique, on va vous arracher tous ces terrains-là. Les gens, je suis convaincu que cette bande que je vois là, la première bande, il y a l'ancien site d'exploitation qui est rentré un peu dedans. La nouvelle bande, elle est totalement nouvelle. La bande qui est la plus grande, elle est totalement nouvelle. Ils n'ont jamais exploité les phosphates là-bas. Et il y a eu un gros mensonge dans leur communiqué. Je demande à la technique de me passer les captures d'écran de M. Slansky. Parce qu'ils ont dit dans le communiqué que ce sont les... Voilà. Ils ont dit dans leur communiqué... Je vais revenir sur la carte tout à l'heure. Ils ont dit dans leur communiqué que c'est le ministère des mines de quoi qui a découvert ce gisement. Et ce qui est totalement faux. Et voilà, ils ont découvert ce gisement quand? Et ils ont communiqué ça quand? Voilà, ils ont dit les campagnes de recherche géologique et minière menées par le ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières ont permis de découvrir des gisements de phosphates carbonatés dans les communes de Wolfen. Voilà un gros mensonge. Les phosphates au Togo, dans toute la zone méridionale, que ce soit au Togo et au Bénin, donc que la technique me passe les captures d'écran, vous pouvez aller faire vos propres recherches. Les phosphates au Togo, au Bénin, ont été découverts en 1952, 52-54 par Maurice Slansky. Maurice Slansky, c'est qui? C'est un géologue français, sédimentologue. Sa spécialité, c'est la sédimentologie. Donc, c'est un géologue, sédimentologue, qui a fait des études sur toute la côte dans les deux pays, qui a découvert les minerais de phosphate au Togo et au Bénin. Il a ses recherches qui sont là. Vous tapez son nom, vous allez dans les archives de l'IRNR, si vous avez toute la documentation sur Maurice Slansky, celui qui a découvert les phosphates au Togo et au Bénin, et dans tout le Bas-Mono, dans toute cette zone-là, c'est lui qui a fait les recherches. Au Bénin, c'est parce que il n'y avait pas une concentration de phosphate, c'est pour ça que le Bénin ne se place pas. Sinon, toute la zone du Bas-Mono, c'est une zone de phosphate jusqu'à Lomé. Toute la ville de Lomé est sur les phosphates. Lomé, Kégué, tout ça là, et Atiégou, tout ça, c'est sur les phosphates. C'est parce qu'ils ne peuvent pas déplacer les populations, qui ne peuvent pas faire venir la carrière. Sinon, Kégué, tout ça, c'est les phosphates. Toute la ville de Lomé, en grande partie, est sur les phosphates jusqu'à Atiégou, tout ça, vers les quartiers de Baie, tout ça, c'est les phosphates. Et donc, c'est Maurice Slansky qui a fait les recherches depuis les années 50 et qui a découvert les phosphates autant bien au Togo qu'au Bénin, dans la zone du Mono. Et ces recherches sont là. Donc, le ministère des Mines, qui n'a même pas un appareil pour regarder le sol, n'a rien fait. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Le ministère des Mines au Togo, qui n'a même pas un appareil de laboratoire pour percer le sol, n'a rien découvert. Tout ça, ça a été découvert depuis les années 50 par ce géologue, sédimentologue, dont les études sont là. Je vous donne le nom, vous faites vos recherches sans moi. Tapez Maurice Slansky, comme je le montre sur le site là, vous allez voir toutes ces recherches. Et vous voyez ici, il a fait les recherches dans le zoo, à Tofo, à Kbomé, dans le Mono, Bopa, Lobogo, Bapodi, Plateau, Pobé, tout ça là, au Bénin.
Partout, c'est lui qui a fait les études. Et au Togo aussi. Mais il s'est fait que dans l'étude du sol, on a vu qu'il y a plus de concentration du minerai au Togo qu'au Bénin. C'est pour ça que le Bénin ne l'exploite pas. Sinon, la terre de Atiémé et tout ça, il y a aussi du phosphate, mais en petite quantité dans leur sol. Donc, Maurice Lansky, vous pouvez retrouver ses études sur Internet. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Vous allez voir ses mémoires. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à dans les années 80 ou avant 80. C'est un très grand géologue, sédimentologue qui a fait les recherches dans la région. Et donc, il faut arrêter de raconter du n'importe quoi. Ça, c'est par rapport à ce mensonge-là. Voilà ce que vous retrouvez sur les échantillons géochimiques prélevés des niveaux d'anomalies phosphatées qui ont été décelés au nord vers la zone du Mono, tout ça, et dans les zones du bas Mono, tout ça. Après, vous glissez sur le Togo. Vous avez toutes ces études qui sont là, que vous pouvez lire. Il y a certaines de ces études, de ces livres qui sont payants, donc c'est crypté, mais c'est lui qui a fait les recherches. Voilà. Et donc, on continue. On revient sur la carte. Alors, quand on prend cette carte-là et qu'on voit toutes les terres qui vont être arrachées aux populations, sachant déjà que du côté de Haotui, je ne sais pas, citez-moi les villages qu'on a là, parce que tous les villages qui sont détruits par l'exploitation des phosphates aujourd'hui, vous avez les Abobokbogere, les Djagblé, tous ces villages-là qui sont là, qui ont été détruits par l'exploitation des phosphates, il n'y a pratiquement rien qui a été conçu dans ces villages-là. On vient de faire Dagbati et tout ça. On vient de faire tout à l'heure le compte de l'année. Ils ont vendu déjà presque 1 500 000 tonnes. Quelqu'un a fait le calcul, on est à 561 milliards de francs CFA. Même si chaque année, Faure Gnassingbé décide de consacrer 10 milliards ou bien même 5 milliards pour faire les routes dans les 2 préfectures, que ce soit Vougan ou je ne sais pas quoi, Zio, au moins, ils vont améliorer le cadre de vie des gens, de donner des bourses aux étudiants, de donner je ne sais pas quoi, de donner des stages aux gens. Mais là-bas, aujourd'hui, aucun étudiant ne ira là-bas trouver du stage facilement. Les étudiants qui sont aujourd'hui en géologie au Togo, qui sont aussi en économie, je sais pas, en gestion, ils ne peuvent pas aller demain à Pémé et trouver un stage où chaque fin du mois, on leur paie au moins 150 000 francs. Et qu'à la fin de leur stage de 2 ou 3 mois, ils puissent s'acheter, comme je le dis, un ordinateur ou préparer leur rentrée. Comment est-ce qu'on peut accepter que des gens qui se disent patriotes, des gouvernants, puissent s'enrichir? Mais Faure Gnassingbé, il veut faire quoi avec l'argent? Vous faites quoi avec l'argent? Vous vendez le phosphate à 561 milliards par an. Vous sortez le coût de production, vous enlevez l'argent je ne sais pas, le coût de la production, vous payez je ne sais pas quoi, le reste de l'argent, vous faites rentrer ça dans les caisses de l'État, vous dégagez une partie pour améliorer les cadres de vie. En Occident, en Europe, je ne sais pas où, dans les pays comme le Canada, en Australie, quand on trouve une richesse minière dans une zone, c'est une richesse. Les gens sont contents parce que les gens savent qu'on va créer des industries, on va améliorer le cadre de vie, on va améliorer l'électricité, on va faire des routes, la zone sera développée. Je parlais tout à l'heure des mêmes personnes, du même clan qui sont toujours à la tête de la SNPT. Je me rappelle, il y a un baron qui a eu des soucis quand il était en disgrâce. On était dans une discussion. Il nous a dit qu'il ne comprend pas la gestion que ses propres amis, à l'époque il était en disgrâce, faisaient des richesses du pays, et notamment des phosphates. Et il a dit ceci: si ces phosphates-là étaient exploités dans leur région, et qu'on ne fait rien pour la région, ils seraient déjà sortis avec les flèches. C'est ce que ce baron a dit. Que si c'était chez eux,
qu'on exploitait les phosphates et qu'on ne faisait rien pour eux, ils allaient déjà sortir les flèches pour attaquer les sites. C'est ce que ce baron a dit. C'est quand il était en disgrâce. Il est retourné aujourd'hui. Ça veut dire que les gens sont conscients que l'exploitation de ces minéraux-là ne profite pas aux gens qui sont de la localité. On a vu ce qu'ils ont fait à Banjoli avec le fer. Ils ont détruit tout l'environnement là-bas. Après, ils sont partis avec les étrangers. Quand le minerai s'est épuisé, je ne sais pas si c'est totalement épuisé, ils sont partis. Donc, on ne peut pas accepter que des gens perdent leur terre, ils perdent leur patrimoine, ils perdent leurs biens. Ils ne peuvent même plus cultiver. Ils n'ont plus de terre pour cultiver. Et en retour, on ne leur construit pas d'infrastructures. On n'améliore pas leur cadre de vie. On ne fait absolument rien pour eux. Alors, moi, au-delà de l'interpellation de tous les Togolais, parce qu'on exploite les mines partout. On exploite les mines jusqu'à Dapaon. Et que partout où on exploite les mines et qu'on ne fait rien dans ces régions-là, les gens doivent s'organiser pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais je voudrais interpeller particulièrement les gens qui sont dans le domaine politique et qui sont de veau et de zio. J'ai doigté tout à l'heure Maître Apévon. C'est un avocat qui a le verbe, qui a la poigne. Il y a Kishi qui a aussi quelqu'un de très, 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 très dynamique. Mais vous étiez des élus de la République. Vous êtes des hommes politiques. Mais il faut que vous vous levez pour cette histoire-là. Et puis la manière dont ils veulent déposséder les gens de leurs terres. Là, il n'y a pas que seulement les autochtones, les gens qui ont acheté des terres là-bas depuis longtemps, qui ont acheté 10 hectares, 20 hectares, 15 hectares, 30 hectares, qui avaient des projets de ferme agricole, on vous dégage tous. Tu fais la politique, tu ne fais pas la politique, on vous dégage tous. Comment est-ce qu'on va vous indemniser? Personne ne le sait. Et donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Faure Gnassingbé continue, comme si le Togo était sa propriété privée, d'exploiter les richesses comme il veut, de donner à qui il veut, d'exploiter les choses et de ne pas rendre compte aux Togolais. L'histoire de ce phosphate carbonaté doit faire l'objet d'une communication nationale devant le Parlement pour dire aux Togolais quelle est l'étendue de ce minerai, on veut l'exploiter, à qui on veut donner la concession, qu'est-ce qui revient à l'État, qu'est-ce qui revient aux collectivités locales, qu'est-ce qui revient aux gens qui sont dans la localité. Il faut un débat national, il faut un discours national pour dire aux Togolais ce qu'ils veulent faire de ce minerai-là. Quand vous allez à Koumassi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Koumassi et d'aller à Obuasi. Mais ce qui a attiré mon attention à Koumassi, parce qu'on était allé chez le roi. On était allé chez le roi. Et vous savez que dans le royaume Ashanti, toutes les richesses, l'or qui est extrait dans le périmètre des Ashanti, la ville de Koumassi bénéficie exclusivement d'une commission pour développer la ville. Donc, la royauté a un regard sur ces mines-là. La royauté a un regard sur cette mine-là, sur les mines qui sont dans la zone. Je ne sais pas combien de pourcentage, quelqu'un dit 5%, mais il y a un pourcentage qui revient à la communauté et donc contrôlé par le roi. Ça permet de développer la région, les zones, de construire les écoles, les universités, les hôpitaux, de veiller au développement de la ville. Vous ne pouvez pas venir exploiter les mines dans une région, détruire la région, détruire l'environnement, arracher les terres aux paysans et ne rien faire dans cette zone-là. Ce n'est pas normal. Donc, ce débat sur l'exploitation opaque des mines au Togo, on doit le poser. Et tout le monde doit se saisir de ce débat. La classe politique, association, ONG, le phosphate ne peuvent pas devenir une malédiction pour le Togo, comme le pétrole est une malédiction pour le Nigeria. Je suis certain que si on gère bien les phosphates au Togo, chaque fin d'année, on peut dégager du bénéfice qu'on a dit phosphate, 1 milliard pour chaque préfecture au Togo. Je suis convaincu. Je ne parle pas encore du port. Je parle des phosphates. Si on gère les phosphates avec transparence, je suis convaincu que à la fin de chaque exercice annuel, on peut donner à chaque préfecture au Togo 1 milliard pour construire des infrastructures. Et si on le fait sur 5 ans, 10 ans, chaque préfecture va se développer. Je suis convaincu.
Je le dis de façon, ça peut paraître utopique, mais je suis convaincu que si chaque année, on vend les phosphates, on peut dégager 1 milliard pour chaque préfecture et on donne ça aux collectivités locales, aux mairies, pour construire des infrastructures. Ça peut être des centres culturels, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des écoles, ça peut être des universités. Je suis convaincu que si on veut redistribuer de façon équitable la richesse liée à ce phosphate-là qu'on exploite chaque année, chaque préfecture, nous avons combien? 39 préfectures. Chaque préfecture peut avoir 1 milliard pour faire des infrastructures. Je parle d'une gestion basique comme ça, de la chose publique. Une gestion basique de la chose publique. Je parle d'une gestion basique de la chose publique. Si on peut dégager 1 milliard par préfecture pour que cette richesse profite à toutes les populations, du sud jusqu'au nord. 1 milliard par préfecture. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 1 milliard dans une préfecture? On peut construire des écoles, on peut construire des centres de santé, on peut construire des bibliothèques, on peut construire, je ne sais pas, des trucs. Alors, tous ces fonds-là, ça va où? Tout ça, ça va où? Ça va où? Donc, si avec les phosphates, on peut dégager 1 milliard par préfecture, avec le port, on peut dégager 2 milliards par préfecture, ça n'a rien à voir avec le budget de l'État. Ça, c'est un appui direct pour les collectivités locales. Les mairies prennent ça, ils gèrent. Ils font des petites routes, ils font je sais pas, ils font des petits trucs pour développer les localités. Donc, les Togolais, au lieu de vous, je sais pas, au lieu d'être dans des choses qui n'ont pas de tête et de queue, ça là, ce que vous voyez là, c'est vos parents dans les villages qui sont menacés. Hein. Ojava nyamira nyigba o keke di ke o njana mi tan de pepe tocho ko oho anyigba o le agwe pata so kan o keke wa ye kan o trozu agbele da nyigba na so ja o le funu dan agbele funu oh kan la mo aussi anyigba to tocho gbadu anyigba c'est la même chose qu'ils vont faire ici. Oh wele ha o to o wele peme o wele dagbati o wele pome kuton o anyigba keke o gbele anyigba keke Vogan to gbogbo to trozu agbate dro la sigame. Non non, amojo, on va leur les breton le Nigeria, Abidjan, Côte d'Ivoire, je sais pas où partout, Bénin. Parce que et donc les douamo. Et bien, mi po anigban gbogbo ko boja ho. Va, et nous ko sakaka wana fifia, o mu akonta na Amerique pepe. O mva nani wa akonta na Amerique pepe. Miabe kopi oja jokekin, miabe benigla oja jokekin, mia tokbe benu, miabe vodu okuto oja gbanu okekin. Donc, même vos richesses immatérielles vont disparaître. Et donc, c'est quelque chose en vous qui disparaît. Et ces gens n'ont pas d'état d'âme. Pour eux, c'est l'argent qui les intéresse. L'argent, l'argent, l'argent. Et ils ne font absolument rien avec cet argent pour le pays. Moi, je le dis et je le répète. Je n'ai pas fait des études d'économie, je n'ai pas fait des études de gestion, même si je connais un peu en économie. Je dis, si chaque année, on peut dégager 40 milliards, après ce qu'on verse à l'État, on peut dégager 40 milliards pour donner 1 milliard à chaque préfecture. Ce n'est pas utopique. Chaque année, on peut dégager 40 milliards pour donner 1 milliard par préfecture pour développer les préfectures. Avec seulement l'argent du phosphate. On prend le port, on fait pareil. On prend le clinker, on donne peut-être 500 millions par préfecture. On prend ça, on prend ça. Nos petites localités vont se développer. Le mode de vie va changer. Les préfectures vont changer. Les gens vont se réveiller. Il va y avoir des petites routes, des petits logements. Il va y avoir des centres de santé, des centres culturels. Les enfants vont se développer. Des petits stades de basketball, de football, des centres de ceci, de loisirs. Dans les villages, dans les localités. Aujourd'hui, vous prenez tout le Togo, il n'y a aucune infrastructure. Les gens qui ont des petits diplômes, ils arrivent tous à Lomé. C'est pour ça que Lomé est devenu un fourre-tout. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur du pays. Tout le monde vient à Lomé. Dès que quelqu'un a un petit diplôme, il descend à Lomé pour travailler parce qu'il n'y a rien à l'intérieur du pays. Alors que si on redistribue de façon plus ou moins équitable cet argent, on peut développer les localités de l'intérieur. Donc, les Togolais, vous qui observez tout ça, et vous ne dites rien, mais les bons, c'est un drame qui est en train de se passer. Donc, au moment où ils sortent encore ce communiqué-là, pour dire oui,
On veut arracher les terres aux gens parce qu'on a trouvé le phosphate carbonaté. Il faut qu'ils fassent le point de ce qu'ils ont exploité jusqu'à maintenant. On a compte un ami. Phosphate que au kukakabana fifia, on a compte un ami tu manques bon. Phosphate que au kukakana gbia, on a compte un ami que bon. Nous attendons yé beaucoup. Et vous savez la différence entre le phosphate carbonaté et le phosphate clair. Le phosphate clair, il est beaucoup plus en surface. Donc, c'est plus facile. Le coût de production n'est pas énorme. Donc, ils raclent le sol et puis après, ils ont le phosphate. C'est comme ça. Quand vous allez à Djagblé là-bas, derrière Aveta, vous allez voir que le phosphate, il est au sol, au ras du sol. Ils enlèvent juste la première couche et puis ils ont le phosphate. Mais le phosphate carbonaté est plus en profondeur. Vous voyez? Et donc, au mati non exploité et tout le monde est que y on a nos logas on tourne nos logas on a compte bancaire on dit quoi on m'a wa compte en Amérique donc king bohwe on a pas nos diamola ni bon on dit mais yo déjà exploité phosphate carbonaté et que yo exploité canafifia fond ne va compte en ami. Je vous rappelle que depuis les années 2002 c'est Faure Gnassingbé qui est le vrai ministre des mines de l'énergie Kakamanegbe. Tout ce qu'il met là-bas, ce sont des pantins, ce sont des amis à lui. C'est lui qui est le vrai ministre des mines et de l'énergie. Quand il devait rentrer au gouvernement, le super poste qu'on lui a donné, c'est mines, énergie et télécommunications. C'est les trois super postes. Et les trois domaines-là, Faure ne les a jamais lâchés. Il s'arrange toujours pour mettre quelqu'un qui dépend directement de lui à ces postes-là. Regardez les télécommunications, c'est qui? Sylla Lawson, depuis 12, 13, 14 ans. Regardez les mines et l'énergie. C'est qui? C'était Damipi. Aujourd'hui, c'est qui? C'est tantôt Miriam Aziablé, maintenant c'est Eclos, tout ça. Ce sont ses amis. Mais c'est lui qui contrôle ce secteur-là. Tout part de lui, tu reviens à lui. C'est lui qui fait tout ça. Et donc, c'est lui qui négocie les contrats et tout. Et personne n'a le droit de faire quoi que ce soit. Donc, tous les Togolais, si vous êtes des patriotes, même ceux qui sont dans UNIR, vous avez des villages qui sont ici, ils vont vous déguerpir. Même ceux qui disent qu'ils sont dans UNIR, ils disent, on a foutu, on a sikwe pour, BOB, en avant le PC, en avant, Ojak Bafouno Kiki, Biereka, Mimdiakbo, Komi, Omdianamio, Finiki, Omdianamio. Donc, à Messiame, ne font les deux comme sinon, nous tombons dans 10 ans, Founojak Bankiki. Ça fait, premier site là, je rappelle la superficie du premier site. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai fait mes estimations avec des experts avant de commencer ce live. Le site de l'Ouest, le petit site que vous voyez là, qui part de Djagblé et qui va à Kpogame, ça fait 67 km², donc 6690 hectares. 67 km², 6690 hectares, la petite bande. La grande bande, qui est beaucoup plus à l'est, c'est le plus grand, ça part de Tideme jusqu'à Aminran. Ça fait 8855 hectares. Ça fait 89 km². Vous voyez tout l'étendue des terres qui veulent arracher. Plus haut, 3000 hectares qu'ils sont en train de prendre au niveau de Batopé pour un aéroport qui va engloutir plus d'une quinzaine de villages qui seront déplacés. À Batopé, là-bas, ils prennent 3000 hectares. Batopé, c'est toujours dans le Zior. Ils prennent 3000 hectares en descendant vers Djagblé jusqu'à Kpogame. Ils prennent 6600 et quelques hectares, donc le double de Batopé. Et en allant vers Amenyran, ils prennent presque 10 000 hectares. À Kontamao, sans rendre compte au pays, sans rendre compte aux citoyens, rien du tout. Et vous pensez qu'on doit rester comme ça, les bras croisés et les regarder? Donc, je voudrais interpeller tous ceux qui ont encore un minimum de conscience, tous ceux qui ont encore un peu de patriotisme, pour que les gens prennent au sérieux cette affaire et commencent par demander sérieusement des comptes à Faure Gnassingbé. Vous allez à Néron là-bas, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Le lac Togo, jusqu'à l'embouchure, c'est très ensablé. Hein? Vous allez à Goumoukope, tout ça là, tous les villages qui sont au bord du lac là. Vous allez voir que le lac est ensablé. Vous savez pourquoi le lac est ensablé? Le lac est ensablé parce que la boue de phosphate qu'on déverse à Kpémé dans la mer, tout le temps, elle est balayée par le courant marin.
Donc, cette boue-là, elle est entraînée jusqu'à Apurukpa et elle rentre par la mer dans le lac. C'est pour ça que vous allez voir au niveau de Apurukpa, là où il y a Dieu et tout ça, là, vous allez voir que la mer est rougeâtre, est jaunâtre là-bas. Et donc, il y a un mouvement de boue, puisque c'est la boue qu'on déverse dans la mer. Et comme la mer, elle rejette tout corps étranger, la mer repousse la boue. Donc, la boue revient et rentre par l'embouchure dans le lac. Et donc, jusqu'à Gounoukopé, il y a un ensablement. Ce n'est pas, je ne tire pas des conclusions d'une vue d'esprit. Ce sont des études que vous pouvez retrouver. Même il y a des universités qui ont fait les études. Donc, il y a un ensablement de l'embouchure jusque dans les villages qui ne sont pas loin, jusqu'à Gounoukopé. Donc, je suis allé dans ces localités-là, j'ai fait faire des vidéos, j'ai interrogé les citoyens là-bas. Les gens de Gounoukopé vont vous dire que même dans le lac, il n'y a plus de poissons parce que le lac est de plus en plus ensablé. Et quand on parle d'ensablement, on parle de tout ce qui est comme les métaux lourds, parce que la boue de phosphate qu'on déverse dans la mer, il y a les métaux lourds. Et donc les métaux lourds, quand vous fouillez sur Internet, vous allez voir que certains métaux lourds donnent le cancer. Donc, de toute la côte là, jusqu'au niveau de l'embouchure, tout est pollué là-bas. Sans parler de tout le drame qu'il y a à Pémé. Pémé, qui est la localité où il y a l'usine de traitement, depuis des années, depuis 60 ans, il n'y a pas une seule voie qui est goudronnée à Pémé. Oui, il y a du plomb dans la boue de phosphate. Pémé, la localité de Pémé, je ne sais pas si c'est une ville, c'est un faubourg, je ne sais pas dans quelle catégorie il faut classer Pémé. Un village qui a évolué, une ville, un faubourg, mais vous arrivez à Pémé, où on exploite où on traite le phosphate depuis 60 ans. Avant de le mettre sur les bateaux, aucune rue à Pémé n'est goudronnée. Moudadia, est-ce que c'est un mensonge ou bien c'est factuel? Je suis allé à Pémé travailler plusieurs fois. Aucune rue à Pémé n'est goudronnée. Oui, c'est un village amélioré. Ce n'est pas une ville, c'est un village amélioré. Aucune rue à Pémé n'est goudronnée. Il n'y a pas un début de goudron dans une rue à Pémé, là où on charge le phosphate sur les bateaux. Vous imaginez ça? On a besoin de combien pour goudronner les rues qui sont à Pémé? De faire de Pémé une localité agréable, un cadre de vie. On a besoin de combien? Là où on charge le phosphate. Aucune rue à Pémé n'est goudronnée. Moi, quand je vois comment le pays est détruit, parfois quand je finis les lives, j'ai des ulcères. Je ne sais pas si on est tellement nombreux à souffrir pour notre pays. Franchement, quand je finis les lives, j'ai des ulcères. Parce que je ne peux pas comprendre que des Togolais qui ont encore la tête sur les épaules, qui ont encore toute leur intelligence, ils observent tout ça sans rien dire. Et que quand tu le dis, des gens viennent t'insulter. Alors qu'on est en train de détruire des vies humaines. On est en train de détruire des localités. On est en train de détruire des gens. Il n'y a plus de terre pour cultiver. Maintenant, c'est dans le Zion qu'ils vont prendre toutes les terres. Il y aura plus bientôt de terre pour cultiver dans le Zion. Il n'y aura plus de terre pour cultiver dans le Zion. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour passer notre vie inaperçue. On est venu parce que notre vie doit être marquée par un idéal. C'est quoi ton idéal? C'est quoi mon idéal? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi mes valeurs? Comment est-ce qu'on peut se taire en voyant notre pays sombrer comme ça? Chacun dit, dès que moi je trouve ma part, c'est bon. Dès que moi je trouve ma part, c'est bon. Dès que moi je trouve un peu, c'est bon. Même le peu que tu as, on va te l'arracher. Yiwa, oja wanyeba le miasi. Miamoko rona potio. Ne
Victoire, Tomega, Vanyagbo, la Minira. Les villages ont tombé encore. Technique, je vais retrouver les villages là. Les villages de Vaughan là. Attends, je retrouve la carte sur le téléphone ici. Voilà. Voilà. Donc, parlant des métaux lourds, voilà l'avis d'un spécialiste. Il me dit, les métaux lourds donnent de l'insuffisance rénale chronique et sont toxiques pour le cerveau. Donc, vous imaginez, tous ceux qui vivent à Kpémé et tous les villages à l'est de Kpémé jusqu'à Anéron. Je vous ai dit qu'entre-temps, le Bénin et le Nigeria ont interpellé l'Organisation mondiale de l'environnement sur le fait que la boue de phosphate pollue leur plage. Donc, un médecin me dit, les métaux lourds donnent de l'insuffisance rénale chronique et sont toxiques pour le cerveau. On était allé à Kpémé, de l'autre côté, j'oublie un peu le nom du village qui suit, et on est allé dans une maison, l'eau est jaunâtre, l'eau du puits est jaunâtre. On a garé le véhicule, on est revenu, il y avait de la poussière partout sur le véhicule. Si je vais à Kpémé, je porte cet habit-là, à moins de 10 minutes, cet habit va devenir jaune parce qu'il y aura des débris de phosphate qui vont se poser sur cet habit-là. Et donc, c'est dans cet environnement que les gens vivent, avec toutes les maladies, Siwati Kopé et Goumou Kopé et tout ça. C'est dans cet environnement. Donc, les gens pêchent les poissons, ils mangent ces poissons qui sont déjà contaminés au plomb. Les gens qui sont partout là-bas, ils sont contaminés. Sans oublier tous ceux qui ont les maladies des yeux à Kpémé, à cause de débris de phosphate qui sont dans la nature, donc qui irritent les yeux. Donc, les gens font ces dégâts environnementaux, les maladies. Et le peuple n'a même pas d'argent pour construire les hôpitaux, pour faire des routes, pour faire des centres de santé, pour faire des terrains de loisirs. Et personne n'a le courage de dire, les gars, il faut qu'on demande les comptes à Fonya Simbi. Mais non. Même dans la royauté, là où il y a eu les rois, même le Maroc, c'est une royauté. Le Maroc exploite le phosphate de meilleure qualité que le nôtre. Mais le roi du Maroc rend compte aux Marocains de la gestion qui est faite du phosphate. Le Maroc est un royaume. Là où on est en train de jouer la canne, là, c'est un royaume. Et le roi du Maroc, il rend compte de la gestion du phosphate aux Marocains. Mais fort, il gère nos minéraux comme bon lui semble. Il n'a de compte à rendre à personne. Les 561 milliards que quelqu'un vient de calculer tout à l'heure dans le live, cherchez à savoir si ça va tomber dans la... S'ils enlèvent le coût de production, ils payent tout ça là. Le reste de l'argent, cherchez, voir si vous allez retrouver les traces dans le budget national, dans la loi des finances. Cherchez. Les 561 milliards que quelqu'un a calculé en direct, si on prend le coût du phosphate qui est à $625 la tonne, ils ont exploité, à l'heure je vous parle, 1 500 000 tonnes, à l'heure je vous parle. Peut-être dans les 5 jours qui viennent avant de la fin de l'année, ils vont aller à 1 600 000 tonnes. Cherchez à savoir si l'argent là, on retrouve les traces dans le budget de l'État, dans la loi des finances. Komi Djirika, Fike et Gaon Leto. Donc, King Bohola Wo, et Ola Batro, ton phosphate, il y a beaucoup de Togoa. Odola wa kontanamide, Hoko Kubaya. Les 60 ans là, les 60 ans d'exploitation des phosphates là, il faut nous faire les comptes. On ne peut pas venir nommer des directeurs qui deviennent des milliardaires. Je vous ai cité les directeurs tout à l'heure, qui se sont énormément enrichis là-bas. Et qui n'ont même rien fait dans leur localité. D'où ils viennent. Les Bagnans, les Barquets, les Patassés, les Palichala, et je ne sais pas, ils sont nombreux. Vous connaissez tous ceux qui sont passés par là et qui sont devenus milliardaires. Aujourd'hui, c'est Kézi qui est là. Et il est là, directeur de l'OTP ou bien de la SNPT depuis 17 ans. Fiemi, c'est les pommes. Il faut que, à la SNPT, on essaye de fixer un quota de recrutement pour que tous les Togolais travaillent là-bas. Que ça ne soit pas seulement une communauté, une clique. Non. Il faut que
Si d'apparemment, je ne sais pas combien d'employés à la SNPT, si c'est 200 employés, 300 employés, il faut que d'apparemment donne un quota, Mango donne un quota, Kara donne un quota, Kanté donne un quota, je ne sais pas, Sokolé donne un quota, Bafilo donne un quota. Il faut que chaque préfecture donne un quota. Comme ça, on sait que cette richesse profite à tous les Togolais. 1500 employés, oui. Sur les 1500 employés, merci. Sur les 1500 employés, il faut qu'on fixe des quotas. Donc, former les gens en conséquence. Il faut repartir les quotas. Et donc, former les gens en conséquence pour que cette richesse profite à tous les Togolais. Donc, s'il y a, je ne sais pas, que des gens viennent de manière, on n'aura jamais l'égalité, mais que les gens viennent proportionnellement, plus ou moins, de toutes les zones. Comme ça, tout le monde sait que, bon, ici, on peut y travailler. Allez voir comment se font les recrutements à la SNPT. C'est ça la réalité. Parce que si on regarde les postes, on a les postes des ingénieurs, les postes de ci, on sait dans chaque région comment on choisit les gens pour les former. Pour que demain, ces gens-là soient prêts à être employés. Pour les ouvriers, pareil. Donc, on ne peut pas accepter que ce soit des gens qui se réunissent entre eux dans un club d'amis et qui choisissent leurs frères, leurs cousins, leurs neveux pour les engager massivement au détriment même de certaines personnes à qui appartiennent les sites. Je le dis de façon terre à terre, hein, mais vous comprenez l'idée que je suis en train de mettre. Je le dis de façon terre à terre, mais vous comprenez l'idée que je suis en train de mettre. Vous comprenez l'idée que je suis en train de mettre. On a exploité le fer de Bangéli. Ça a profité aux gens de Bassa. Ils ont laissé le reste du site dans la brousse là-bas. Demain, quand ils vont finir le manganèse de Naïga dans le Pendia là-bas, ils vont abandonner tout ça là-bas. Ils vont s'enrichir. Les gens vont nettoyer leurs fesses, ils vont partir. Mais ce sont des minerais qui ont une durée de vie. Le phosphate va finir, le fer va finir, le manganèse va finir, le clinker va finir. Ces régions vont devenir quoi? C'est pour ça que dans certains pays où on a le pétrole, les dirigeants sont visionnaires. Ils ont des fonds souverains sur lesquels ils mettent de l'argent pour les générations futures. Ce n'est pas pour rien que le Qatar qui est un petit émirat, qui sait que le pétrole va finir, le Qatar investit énormément. Un instant, je vais brancher mon ordinateur qui est en train de... Ce n'est pour rien que le Qatar qui un instant. J'ai oublié de brancher l'ordinateur. Il est en train de... Voilà, c'est bon. Ce n'est pour rien que le Qatar, qui sait que le pétrole va finir un jour, a investi dans des fonds partout dans le monde. En France, le Qatar a acheté presque tout. Vous connaissez l'histoire de Paris Saint-Germain. Vous connaissez les grands hôtels qui sont en France. Ils ont acheté pratiquement tout. Parce qu'ils sont en train d'investir pour l'avenir. Quand le pétrole va finir, ils savent qu'ils ont mis de l'argent dans d'autres domaines. Au Togo, est-ce qu'il y a un fonds souverain sur lequel aujourd'hui on met les recettes des phosphates pour les générations à venir? Est-ce qu'il y a un compte au Togo aujourd'hui où on dégage de l'argent pour le clinker? Est-ce qu'il y a un compte demain sur lequel on met de l'argent pour le manganèse qu'on a commencé à exploiter à Naïga? Est-ce qu'il y a un compte sur lequel on a mis l'argent qu'on a exploité le fer de Bangéli? Les dirigeants qui vivent pour demain, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Le marbre, c'est pareil. Nous tous qui sommes ici, mais nous laissons des petits trucs pour nos enfants. Les gens, dès qu'ils ont des enfants, ils travaillent, ils ouvrent des comptes pour leurs enfants, des comptes bancaires où ils mettent un peu d'argent pour leurs enfants. Mais c'est pareil pour un État. Comment est-ce qu'on peut vivre sans mettre de l'argent de côté pour l'avenir du pays?
Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir un fonds souverain pour les phosphates? Comment est-ce qu'on ne peut pas aller prendre des actions dans les grosses boîtes avec l'argent des phosphates de manière à ce que cet investissement profite au pays? Donc, à Togoto, vous restez là. Hein? Moi, je vous ai dit, moi, quand je finis ce genre de choses, ça me fait tellement mal que j'ai mes tripes. Hein? J'ai de l'ulcère. Comme si j'étais le seul à souffrir pour le Togo. Vous ne pouvez pas rester là, regarder le pays. On ne vit pas seulement je ne sais pas comment on le dit, de l'eau, de je ne sais pas quoi. Il y a un pays à laisser pour les générations futures. Il y a un pays à laisser pour nos enfants. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, et voir le pays hein, est en train d'être détruit par une minorité de prédateurs qui ne rendent compte à personne. Et que tout le monde dit, oui, moi je ne veux pas de problème. Vous pensez que nous qui parlons, on n'a pas de problème? Vous pensez que nous, on n'a pas de problème? Vous savez la pression qu'on a? Et en même temps, on continue. J'ai l'habitude de dire que, mais depuis des années que moi je suis dans cette histoire, j'aurais pu dire, bon, c'est bon, moi aussi je vais me barrer. Mais c'est notre pays. On n'en a pas deux. Les autres sont fiers de leur pays, en train de valoriser leur pays. Nous, on ne peut même rien dire. Quand tu es quelque part, on dit tu es Togolais, tu baisses la tête. Parce que dès qu'on dit qu'on est Togolais, c'est les mauvaises choses qui arrivent à la surface. Et beau, qu'on m'a dit. Yemnya e bokai woro m'a dit les Togo. Nya singbo be bokai woro m'a dit les Togo. Hein? Boye, yemnya sike ola lenamio. Nous quand tu bois, on dit na m'a dit. Et beau que ben yo woro m'a dit les Togo. Nous quand tu amero lia e bo mo na toro wadio. Non, pourquoi ben non ben et oh on nous le dit, d'accord? Mais pourquoi tout le monde n'est pas touché par ça? Miamoko les préfectures hommes, ko jaba khwani gbon le miasi. Ni minji tamre ne miabo. Parce que miabe kopio le jabu. Miabe kisinomo le jabu. Miabe togbe no le jabu. Miabe beniglan le jabu. Vos patrimoines sur tous les plans. C'est ça qu'ils vont détruire. Comme ils ont déjà détruit à Haotoué, à Pogame, à Dagbati, tout ça là. C'est tout ça qu'ils vont détruire. Je suis unir. Miamoko le unir, mais Fifio, Jack Bankopio, Minofron, il n'y a pas si peu. Miamoko no unir, mais il y avait l'ona, et noir, bulletin, on a eu nommé. Avocat là-bas, vous avez fait ça plein. Avocat là-bas, aux dernières élections, c'est ce que vous avez fait. Vous avez bourré les urnes avec votre soeur Tomiga là. Vous avez bourré les urnes partout. Bourré les urnes. Même les chefs ont été complices pour bourrer les urnes avocats. Et Fio, c'est le moment d'arriver. Vous allez devenir des SDF. Moi, je suis comme un gongonneur. Moi, j'ai fini. Phosphate benya. Que ce soit les phosphates, le clinker, le fer, voilà. Et les CB sont les taux maintenant. Mais non, anigba kento cha milaso dagbele nja nomiasio.
Et puis, même au planning, bon, le fonds d'arrêt, le planning d'arrêt, ah, j'ai 20 hectares ici, j'ai 15 hectares ici, et j'ai des hectares dans le Zio. On a politique, on a politique, qui est communiqué à quoi tout quoi. On a fait bon, que les merci. Donc, voilà moi ce que j'ai. Voilà ce que moi j'ai à vous dire ce soir. Et bon, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne fais que fouetter votre conscience. Si vous arrivez à prendre conscience, c'est tant mieux. Mais si vous refusez de bouger, c'est votre problème. Vous allez sombrer de plus dans la misère. Si Ford doit vivre encore 60 ans, il va vous martyriser pendant 60 ans. Parce que Mime le dit là, c'est ça la réalité. Il a la solution pour vous maintenir dans la misère. Encore 60 ans. Puisque Muameroa, mi Kwebena, mi Lateni, Yasingbe Obe Klouvi Kakaso Imavo. Miameroa, mi Kwebe, mi Lateni, Yasingbe Obe Klouvi Kakaso Imavo. Mi va ni bandi me va ni ndepepeo. Mi va be mia kula me kwetoro, mia accompagner ameo. Vous êtes venus sur la terre pour accompagner les autres. Et donc, les hommes politiques, vous avez votre partition à jouer. Généralement, quand on fait ce genre de choses, vous dites non, voilà, les gens veulent prendre la place des hommes politiques. Non, c'est vous qui êtes sur le terrain. Moi, je fais de la dénonciation. Je n'ai pas d'agenda politique. C'est vous qui avez fait la politique. Et c'est vous qui devez vous saisir de ça pour mettre en difficulté le régime. Tout ce que les gens font, les petits groupes de pression, sensibilisation, tout ça, c'est normalement vous, les hommes politiques, qui devez tirer les marrons de ça. C'est vous qui devez profiter de ça. Parce que cette pression, c'est sur le régime. Et ceux qui font cette pression-là aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce sont des gens qui veulent être des hommes politiques ou quoi que ce soit. Ils le font en appui à ce que vous faites. C'est à vous de savoir tirer les leçons de tout ça et de tirer les marrons du feu. Phosphate, ben yala bavava, amesha mela bonou. Si ben yen ponya, tout le monde va se taire. Tout le monde va se taire. Pendant que toute une zone est en train de sombrer. C'est là où il y a vos électorats. Les gens qui sont là-bas votent pour vous. S'ils sont en difficulté, vous ne pouvez pas les défendre. Vous faites quoi alors? Allez les gars, voilà ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Et je pense que sur cette affaire de phosphate, on doit revenir là-dessus. Mido l'avait dit, kakavana kemikeye population, odola sigome bina, yo matin tati government ala no ke dro yo. Avant no kwani ba le aussi que ye yo mado ndekpepe en retour. Mido lazan et moi phosphate carbonaté benya suffisamment pour mobiliser les gens. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Et joyeux Noël à vous tous. C'est le dernier live avant Noël. Et on fera un autre live après Noël. Et puis, ben voilà. J'ai vu Fort se promener avec son hélicoptère pour soulever la poussière sur les gens. À Pagoda, là-bas, qu'il est en train de régler le problème d'eau. Après, il est reparti en RDC. Lui, il est en l'air. Il se promène. Il est reparti en RDC, il est rentré ce soir, il est remonté à Nyamtougou. Lui, il est seulement dans les avions. Il se promène. Voilà, c'est ça. C'est son hélicoptère, ça. Et quand il est arrivé à Kemerida, et Simon les Douamon. Et au Java, tu viens voir comment tu règles le problème d'eau. Tu viens en hélicoptère, tu soulèves la poussière sur les gens. Voilà à quoi ressemblent les villages. Soulève la poussière sur les gens. Hein?
kérosène que sort l'hélicoptère, on met sur l'hélicoptère, mais et au forage de cave. Le kérosène qu'il a mis dans l'hélicoptère pour arriver dans son village, dans ce village-là, ça a déjà construit un forage. Il est toujours en l'air. En tout cas, joyeux Noël à vous tous et bonne fête dans vos maisons. Et que nous qui sommes des chrétiens, que un instant, je vais. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Que la naissance du Christ illumine notre vie et nous donne plus de force, plus de lucidité, plus de jugeote, plus de discernement. Parce qu'il est dit dans le livre d'Osée, je ne sais plus quel chapitre, parce que je ne lis pas régulièrement ces chapitres-là, que mon peuple meurt faute d'intelligence et faute de connaissance. Nous ne devons pas mourir faute de connaissance. Nous devons être du bon côté de l'histoire. L'histoire ne peut pas se dérouler sans nous. Nous devons être du bon côté de l'histoire. Et c'est ce que les générations futures retiendront de notre passage sur la terre. J'ai l'habitude de le dire, nous sommes des denrées périssables. Je peux dormir ce soir et ne pas me réveiller demain. Mais ce que les gens retiendront de moi, avec bien évidemment les défauts que j'ai, ils diront, ah, il a essayé de faire quelque chose. C'est le plus important. Donc, joyeux Noël à nous tous et que la providence veille sur nous et que nous continuions d'avoir ce minimum d'engagement pour notre pays. J'ai un compatriote qui est fonctionnaire qui me disait, grand frère, il faut parler des fonctionnaires, il faut parler de nous. Je lui ai dit que j'ai tellement parlé qu'après je me demande de quoi je me mêle. Vous êtes des fonctionnaires, vous avez des syndicats, on ne vous paye pas, on ne vous augmente pas, vous n'avez pas la fin d'année, le 13e mois. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Ce n'est pas moi qui vais venir me battre pour vous. Je peux me battre pour les gens à qui on arrache les terres. Je peux me battre pour les dockers qui sont au port, qui n'ont rien. Je peux me battre pour les gens à qui on est en train d'arracher les maisons avec les histoires de réserve administrative. Je peux dénoncer nos frères qu'on maintient en prison. Mais il y a d'autres qui ont dormi. On le tout fait ami. Mais regarde. Il y a même beaucoup de temps à unir mes milliers. Et il y a là, baba blombé, on le tout fait ami. Vous avez des syndicats? Vous avez des syndicats. Et il y a là, baba tout, il y avait une rota. Mais non, on va lutter pour ceux qui n'ont rien. Il y a ceux qui n'ont rien, qui sont dans les zones franches, ils n'ont pas de contrat. Il y a ceux qui sont exploités par ces Libanais. Il y a les gens qui sont au port. Il y a les gens dont on arrache les terrains. Il y a des gens que la justice est en train de tricher. Ce sont les faibles là que nous supportons. Ce sont les gens qui n'ont pas de voix que nous accompagnons. Vous qui êtes déjà des fonctionnaires, vous avez des syndicats. On ne vous paye pas bien. Faites des grèves. Mais ça dit, luttez pour vos droits. Moi, je ne suis pas fonctionnaire. Ni campagne, mais Gavaroua, il y a une campagne. On me le fait un euro. Mais là, il y avait quoi pour me, il y avait bourré non. Je ferai un live pour montrer comment l'administration, le fonctionnement de l'administration, qui est un héritage colonial, est un frein pour le développement de nos pays. L'administration telle qu'elle fonctionne dans nos pays en Afrique, c'est un frein pour le développement. Je l'avais déjà dit sous d'autres aspects, mais il faut que je fasse un live pour montrer comment l'administration dans nos pays est un frein pour le développement. Les gens qui sont dans l'administration, ils pensent qu'ils sont les propriétaires de l'État. Ils ne sont pas au service de la République. Ils ne sont pas au service des contribuables. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'enrichir. S'ils ne peuvent pas s'enrichir, ils cassent les projets.
Ils bloquent les projets, ils bloquent les avancements de leurs frères, ils tuent leurs frères. C'est ça l'administration en Afrique. L'administration telle qu'elle est en Afrique, c'est un frein pour le développement. C'est pour ça que les pays où les gens ont fait des réformes structurelles, comme par exemple le Rwanda, ils ont cassé ce système d'administration coloniale. On n'achète pas de voiture au DG, on n'achète pas de voiture au directeur de cabinet, on n'achète pas, il n'y a pas d'avantage. On te paye un bon salaire, tu prends ta propre voiture, tu viens au boulot. Il n'y a pas de bon de carburant, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'administration et qui a encore des sociétés écrans pour gérer des projets. L'administration est gérée sur le modèle du privé. Aujourd'hui, vous avez au moins 30% des gens qui sont dans l'administration qui ne vont pas au boulot, qui sont inutiles, mais ils prennent leur salaire. Parce que l'administration est politisée. Les 30% des gens, ils sont dans l'administration, ils ne viennent pas au boulot, mais ils prennent leur salaire. Ils n'ont pas de bureau. C'est en Afrique où tu vois la pluie qui veut tomber à 15h30. Le gars dit, je suis à Déticopé, je dois partir parce que si la pluie tombe, je ne peux plus rentrer à la maison. C'est l'administration en Afrique, ça. Quand la pluie veut tomber à 15h30, le gars, il prend sa moto, il dit, je vais rentrer à la maison avant que la pluie ne tombe. Parce que si la pluie tombe, je ne peux plus rentrer à la maison. Alors qu'il est censé quitter le boulot à 17h30. Donc, à cause de la pluie, il va quitter le boulot. Donc, l'après-midi, là, le travail qu'il doit faire, c'est laisser à l'abandon. Ou c'est en Afrique où le gars, le matin, il vient au boulot à 10h. Il te dit qu'il a plu et qu'ils n'ont pas de route dans leur localité, que Baba Mera va dormir. Il a plu. Ça, c'est en Afrique. Et personne ne dénonce ça. Personne ne dénonce ça. Mais ces gens-là, ils sont payés. Ils sont payés chaque fin du mois pour un service qui ne rentre pas au pays. Et quand vous allez dans l'administration, demandez un service, on vous embête, on vous insulte, on vous crache à la figure. Parce que derrière, on a été recruté sur recommandation d'un oncle, d'un officier, d'un frère, d'un ministre. Tant qu'il n'y aura pas une thérapie de choc, même dans le fonctionnement de l'administration, en Afrique et particulièrement dans les pays francophones, comme ça a été fait au Rwanda, où on coupe tous les petits avantages pour lesquels les gens se battent dans l'administration. Bon d'essence, voiture de commandement, chauffeur, c'est pas tout ça là. L'administration ne va jamais fonctionner en Afrique. On n'aura jamais des résultats en Afrique. Vous avez des gens qui sont dans les ministères. Ils sont de simples contrôleurs financiers. Ils ont 20 maisons à Lomé. Alors qu'ils n'ont qu'un salaire de 600 000, 500 000. Ils ont 20 maisons à Lomé. C'est le détournement des projets. Mais personne ne leur dit rien. Vous avez des gens qui sont des comptables dans les administrations, qui ont 10 maisons, 15 maisons, que leur salaire ne peut pas leur permettre même de faire pendant toute leur carrière. Et ce sont ces gens-là qui vont prendre la carte du parti politique pour pouvoir avoir une couverture et rester à leur poste pour détourner, pour voler. Et ce sont ces gens-là qui s'opposent au recrutement des jeunes dans l'administration, qui bloquent l'avancement des gens dans l'administration. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Je ferai un live sur ça. Donc, merci à vous. Joyeux Noël et bonne soirée. Bonne fête à vous tous. Allez, technique, merci. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Un jour me levant, je me pose la question, en quoi pourrais-je servir ma nation? Avec fierté, je me suis engagé, et dans les rangs des aberrations me résonnent. Un jour en mission, mon supérieur m'ordonne d'ouvrir le feu sur mes propres compatriotes
Or notre mission c'est protéger la nation. Alors ne faites pas de moi le bourreau que je ne suis pas. Alors j'irai pas mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Moi j'ai retrouvé, en entrant dans l'armée, de fortes valeurs, mais les dérives m'ont bouleversé. Mon compatriote sur qui je pointe mon arme pourra être demain mon sauveur inattendu. Ne vous méprenez pas, mon général. Ne croyez pas que je voulais vous désobéir. Je suis bon militaire et j'aime pas semer le chaos. J'ai la plénitude de toute ma conscience. Alors j'irai pas mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Bye bye, 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 bye. J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Limayipo awafyaka bubuto Nimadeo la Nimadeo bere Nimadeo mulono vinya beto Mufo bereka Yemu butame Nuke yemawo Nenye denigba Muli nasabe Madu soja muduade Maso de mupo Eva vaye mebe Nyape mkonola Benya sotu Patrodo mia novi wonchi Voa miape dodasi Yeni belele Ne du comme vio Ne wa no sasanta Nyemayo awafyaka mubuto Nyemadeo mulono vinya beto Keye mvrobe Madu soja Nyemusu swibe Enuola vatro neneo Dume vikeji Mule sotu doan Ela temvazunye Hona metoso godola Awumba venyo Awafyagan Nimba swebede Mbe dona yeola Nyemani soja Vava prozuntu bala ola Nyema tendale Nyema unyejita Nyema yipo Awafyaka mubuto Nyema deola Nyema depo Molono vinya beto Joyeux Noël. Bien en tout.